Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous aimez écouter À côté de mes pompes chaque semaine. Pour m'aider à aller plus loin encore, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme participative Patreon. Patreon est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme moi de recevoir un soutien direct de la part de leurs fans. En devenant membre de la communauté du podcast, vous aurez accès à des contenus inédits, des épisodes supplémentaires, mais vous pourrez surtout contribuer activement au développement de ce projet. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce podcast. Visitez patreon.com/à côté de mes pompes et découvrez toutes les surprises que je vous réserve. Le lien figure dans les notes des épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures en course à pied et je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 263 et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Angermuller, un passionné de trail et de course sur route, mais aussi expert en préparation mentale. Dans notre échange, Nicolas nous partage sa philosophie de l'accompagnement pour aider chacun à se dépasser, gérer ses émotions, mais aussi atteindre ses objectifs. Nicolas, ingénieur de formation, a fait le choix audacieux de se reconvertir pour accompagner les sportifs et les professionnels dans leur quête de performance et de bien-être mental. Nous évoquerons ainsi l'équilibre, parfois fragile, qu'il nous faut trouver entre ces deux notions, tout comme cette zone de confort qu'il convient parfois de dépasser pour se confronter à l'inconfort ou à quelconque nouveauté. Nicolas est un coureur atypique et ce qui le distingue particulièrement, c'est sa manière de courir. Depuis 2 ans, il pratique la course à pied en sandales minimalistes, une démarche entreprise pour réduire son empreinte écologique tout en redécouvrant une foulée plus naturelle. Malgré cette approche originale, il affiche des performances impressionnantes avec un chrono de 2h39 sur marathon à Paris. Nous reviendrons ensemble sur sa récente éco-aventure menée début septembre autour du GR1 où il a tenté de parcourir 580 km en pleine nature, en autonomie, combinant défis sportifs, simplicité et respect de l'environnement. Il nous livrera des astuces pour rendre notre pratique sportive plus écologique à travers de petits gestes accessibles à tous. Un grand merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation du podcast et si vous êtes curieux de découvrir une autre manière de courir et de vivre votre passion pour la course à pied, je vous laisse sans plus attendre profiter de ce nouvel épisode. Nicolas Angermuller, éco-aventurier en sandales, l'équilibre entre le bien-être et la performance, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nicolas, sois le bienvenu sur le podcast À côté de mes pompes. Toi qui cours en sandales, eh bien le titre de ce podcast est rondement choisi. Comment vas-tu quelques heures, quelques jours seulement après une éco-aventure qui t'a conduit sur le GR1? Bonjour Sébastien, déjà merci de m'inviter. Écoute, je me remets tranquillement, C'était le plus gros défi que j'ai jamais fait. Du coup, il faut l'assimiler autant mentalement, physiquement, émotionnellement. Donc voilà, je suis en train de m'approprier un peu ce que j'ai réussi à faire pendant ces quelques jours. Alors on reviendra bien évidemment plus en détail sur ce défi, sur sa naissance, comment tu as souhaité mener ce tour du GR1, donc avec de nombreux kilomètres à parcourir. Avant cela, j'aimerais que tu te présentes aux auditeurs du podcast afin qu'ils sachent qui tu es, d'où tu viens et ce que tu exerces comme profession ou ce que tu as exercé, parce qu'il y a, comme dans la course à pied entre les grosses chaussures et les sandales, il y a eu une transition professionnelle. Très très bien. Du coup, je m'appelle Nicolas Angermuller, j'ai 31 ans. J'habite aujourd'hui en Bretagne. J'ai habité pendant 6 ans à Paris pour mon premier métier. Et je suis originaire de Lorraine, comme Angermuller. Voilà, on sent bien qu'il y a des consonances allemandes.
Point de vue métier, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé pendant 6 ans dans les énergies renouvelables à Paris. Et quand j'ai déménagé en Bretagne, je me suis reconverti en préparateur mental, à la fois pour le sport, mais aussi pour accompagner des gens en entreprise. Mon but, c'est d'apporter des gens un équilibre entre bien-être et performance pour être à la hauteur de leurs ambitions. Et en passion à côté, j'ai la course à pied, voilà, que j'ai découvert au collège. Mon premier sport, ça a été la gymnastique, puis je me suis mis à la course à pied. Et très vite, j'ai été attiré par les distances que les gens voulaient pas trop faire. C'est-à-dire souvent le 3000 mètres steeple, pour ceux qui ont fait du club, c'était un peu la course que les personnes voulaient faire aux interclubs. Bon, voilà, moi, c'est celle qui m'attirait. Puis je me suis mis très vite à des distances que les gens trouvaient un peu folles. Donc déjà, c'était des 10 km, semi-marathon, les trails, les ultra-trails. Et puis maintenant, des énormes éco-aventures. Voilà. Et ma spécificité coureur particulièrement, c'est que depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, je suis un coureur en sandales minimaliste. On va revenir sur cette transition professionnelle d'ingénieur. Tu te reconvertis en préparateur mental. Quelle a été la période ou l'élément déclencheur qui a vu naître ce nouveau projet, cette nouvelle activité dans ton quotidien? Très bien. Alors en fait, en tant qu'ingénieur, je travaillais pour un projet d'éolienne flottante qui est en cours de construction bientôt qui va être relié dans le sud de la France. Et donc c'est un projet innovant, parfois trop innovant, donc c'est long. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans sur le même projet et il commençait à y avoir des recours. Voilà, et du coup en fait j'étais un peu perdu parce que je savais pas quand le projet allait aboutir et moi je voulais finir ce projet et passer à autre chose. Sauf que j'étais un peu dans l'incompréhension de savoir j'y suis combien de temps, et ça c'était assez difficile moralement. C'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur en fait déjà qu'est-ce que j'ai envie de faire après. Je me rends compte que j'ai pas envie de faire ce même métier. Je me suis posé beaucoup de questions, ça commence à arriver, puis le Covid est arrivé où ça a encore ralenti le projet, et c'est là où je me suis dit mais en fait c'est pas possible. Et c'est le moment où je commençais à découvrir l'ultra trail, donc à beaucoup courir et à découvrir cette partie mentale. Et c'est le micmac des deux qui ont fait que je me suis posé les questions à ce moment-là sur ma vie au quotidien, ma pratique sportive, et beaucoup de questions qui se sont posées à moi, qui s'appliquaient dans le sport, mais aussi dans ma vie au quotidien. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça que j'ai envie de partager aux gens. Donc voilà, je m'y suis mis... voilà le vrai élément déclencheur. J'ai mis encore 1 an parce que je voulais finir des étapes de mon projet où je savais qu'il y avait une date de fin. Et en plus, je pouvais préparer tranquillement ma transition vers le métier de préparateur mental. Donc, tu as été le premier sujet de tes apprentissages sur le plan de la préparation mentale. Tu dis être amateur des longues distances, de l'ultra trail. Quels sont finalement les leviers que tu as pu soulever avec cette préparation mentale? Peut-être des choses où tu te sentais un petit peu restreint, où tu as pu vraiment te libérer complètement grâce à cette découverte de la préparation mentale. Ouais. Alors déjà, en fait, tous les outils que moi je partage avec mes coachés, je me les applique à moi parce que déjà pour les tester, pour les améliorer. Donc ça me semblait essentiel, même encore aujourd'hui quand je découvre des outils. Moi, le principal outil qui m'a permis de me développer au début, c'était ce qu'on appelle le damier de l'estime. Donc c'est un équilibre entre sa vie pro, sa vie sportive, sa vie perso, et c'était bien redéfinir qu'est-ce qui est important pour moi et le temps que j'y consacre. Et je me rendais compte que mon boulot, je l'aimais bien au début, mais je l'aimais moins maintenant parce que ça change. Et j'y passais beaucoup de temps parce qu'on est, mine de rien, si on prend juste l'exemple 35 heures, c'est 35 heures par semaine. Si on enlève le dodo, c'est la moitié du temps où je passe dans un métier qui ne me plaisait plus. Donc ça m'a permis de juste, avec quelques chiffres, me dire waouh, en fait, il y a un déséquilibre. Je commençais à voir sur quoi je voulais passer plus de temps. Il y avait la course à pied, il y avait aider mes proches, il y avait plein de choses, je vous mettrai pas tout parce que en plus ça a changé, je me souviens plus bien. Mais globalement, c'était ça, et me dire, mais en fait, les choses qui m'intéressent le plus, j'y passe pas suffisamment de temps, et des choses que j'aime moins, j'y passe trop de temps. Donc comment rééquilibrer ça? Et donc voilà, ça a commencé comme ça, c'est le premier outil qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux en tout cas. Et
clairement, sur les coachés que j'accompagne, c'est souvent l'outil qui met une sacrée claque à pas mal de gens. C'était le sujet de mon épisode de la semaine dernière, comment optimiser sa pratique de la course à pied au regard des différents emplois du temps qui vont se tuiler, que ce soit le pro, le perso, et on greffe par-dessus l'activité sportive en dehors de tous les imprévus de la vie qui peuvent survenir. Et c'est vrai qu'il faut parfois être un équilibriste pour que toutes ces pièces du puzzle puissent rentrer à l'intérieur. Donc c'est, je pense, un outil déjà qui est intéressant, ce damier de l'estime par rapport à l'investissement qu'on va y mettre au regard du temps qu'on va y passer. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses et on peut inviter les auditeurs à se pencher sur ces différents emplois du temps, ces heures d'activité, qu'elles soient sportives ou professionnelles, et voir comment on peut peut-être les rééquilibrer. L'équilibre entre ce bien-être et la performance, comme tu le mets en avant, il est pas simple à trouver au quotidien. Je dirais même dans une même journée, il y a parfois des pics de stress, des moments où on va être un petit peu plus dans l'action. Comment toi tu gères cet équilibre entre ce bien-être et la performance? Ouais. Alors en fait déjà, pour redéfinir le côté performance dans un premier temps, parce que je vois que souvent on n'a pas tous la même définition. L'idée de la performance, c'est sortir de sa zone de confort et montrer la meilleure version de soi-même pour un résultat qu'on voudrait avoir. Donc l'idée de comparer déjà des performances entre différentes personnes, ça n'a pas trop de sens. En tout cas, dans la définition que j'en ai dans ce côté performance-là, c'est vraiment de soi par rapport à soi. Et dans notre journée, tout le temps, il y a des moments où il faut qu'on soit attentif à ce qu'on est en train de faire pour que ce soit efficace, quoi, ou efficient, peu importe le terme qu'on veut utiliser. Mais ça pompe de l'énergie. Se pomper de l'énergie, donc ça entame notre bien-être, en fait, de réaliser une performance. Le bien-être, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois énergétique, émotionnel et mental. Et l'idée, c'est lorsqu'on réalise une performance, donc on vient piocher dans notre bien-être, et l'idée c'est de se rendre compte, attends, là je suis dans le seuil bas, maintenant il faut que je m'arrête de ma performance, maintenant la performance il faut qu'elle soit axée à rehausser mon bien-être, c'est-à-dire m'arrêter rien que pour dormir, pour manger, pour parler à mes proches, parce que là j'aime bien discuter avec plein de gens, mais là je suis dans mon action, je suis tout seul, je me rends compte qu'émotionnellement maintenant j'ai besoin de le partager, ça peut être ça aussi. Donc en fait c'est ça, c'est arriver à mieux se connaître, ses propres ressources à soi, donc pour son bien-être, de quoi est-ce que j'ai besoin, et voir que en fait c'est normal de varier, qu'il y a des moments on se sent un peu moins bien, mais que ça va revenir parce que justement on le travaille dessus. Donc en fait c'est ça, l'équilibre bien-être performance, c'est déjà bien se connaître, soit pour son bien-être, et à la fois aussi connaître la performance qu'on a envie de réaliser, parce que parfois on fait plein d'actions et au final on se rend compte qu'on sait pas trop pourquoi on les a fait. Et le fait de savoir exactement où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, déjà ça permet d'axer nos actions au bon endroit et de dire là ça va trop loin, là c'est pas assez, je pourrais en faire plus. Voilà, en fait cet équilibre bien-être performance, c'est ça, c'est avoir en fait la conclusion souvent que j'en donne de ce bon équilibre bien-être performance, c'est l'état de confiance en soi dont on parle souvent. Et si je reprends la définition de la confiance en soi, être sûr de réussir ce que tu fais, en fait c'est ça. On sait quand est-ce qu'on peut faire, quand est-ce qu'il faut abandonner pour se ressourcer. C'est un abandon juste temporaire, mais qui est nécessaire. Mais voilà, et en fait, c'est un équilibre sans cesse entre les deux. On est à la frontière entre la zone de confort et l'inconfort, et on oscille vraiment entre ces deux états, finalement. C'est ça. En fait, on pourrait comparer la zone de bien-être, c'est une petite bulle. Voilà. Et on a une zone de performance qui est une plus grosse bulle autour. Notre petite bulle, c'est notre zone de confort, celle où on est bien, on peut l'apparenter à sa petite maison. Le seul problème, c'est que si on reste toujours dans cette petite bulle, elle se rétracte sur elle-même. Et l'idée de sortir de sa zone de confort, donc de réaliser des performances, d'aller un petit peu à l'inconnu, en fait, on va étendre cette petite bulle pour que déjà elle se rétracte pas, mais surtout qu'elle puisse grandir et qu'en fait notre zone de confort s'agrandisse. Et donc il y a à la fois c'est alterné entre les deux, parce que si on est trop souvent en dehors de cette zone de confort, c'est aussi de l'inconnu, on s'épuise et du coup c'est un coup aussi, on en parle du burn-out ou des dépressions, c'est potentiellement des gens qui étaient trop longtemps dans une performance et ils ont oublié de revenir à la maison. Donc en fait c'est ça, on pourrait l'apparenter à ça, la vie c'est une alternance entre zone de confort, zone d'inconfort, bien-être, performance, voilà. À l'image d'une maison,
où on ne serait jamais, on va finir par avoir de l'entretien à répétition. Et toi qui es actuellement, Nicolas, en plein travaux, tu sais de quoi il en est. Il y a besoin d'entretenir son jardin et de rafraîchir parfois les intérieurs d'une maison. Sur le plan de la course à pied, comment on pourrait jauger cette zone de confort et cette zone d'inconfort? Toi, moi, je prends mon exemple. J'aime bien faire du 10 km, du semi-marathon. Et en zone d'inconfort, je dirais, ça a été cette expérimentation du marathon avec ce marathon pour tous. Comment toi tu le verrais en tant que préparateur mental? Alors sortir de sa zone de confort, on n'est même pas obligé de forcément de faire un marathon, même si on a l'habitude de faire un 10 km semi, mais c'est inclure des choses qui sont nouvelles, en fait, des choses qu'on n'a jamais fait. Ça peut être, je sais pas, pendant longtemps on a fait des 10 km sur route. Ah bah tiens, je vais essayer un 10 km mais en nature. Ça change complètement, les appuis sont pas pareils, potentiellement il y a du dénivelé, donc ça change les choses. Il pourrait aussi avoir un 10 km où on le fait souvent à la même allure et là on a envie de s'entraîner pour faire un chrono. C'est sortir de sa zone de confort. Alors que le 10 km on connaît, mais les allures sont différentes. Ça peut être un 10 km où on accompagne quelqu'un pour lui faire amener à son propre chrono. En fait, il y a multiples façons de sortir de cette zone de confort sans forcément s'inscrire à des courses toujours plus dures. Ça dépend vraiment de ce que la personne peut rechercher. Sortir de sa zone de confort, ça a toujours un intérêt, c'est du renouveau. Sinon, on rentre dans de la lassitude. Et la lassitude, c'est un coup, potentiellement abandonner la course parce qu'on n'y trouve plus son compte. Encore une fois, c'est important cet équilibre. C'est important de continuer à faire des activités qu'on maîtrise, qu'on sait faire, et des petits moments où on va se mettre des petits challenges parce que déjà c'est ce dont on se souvient. J'imagine que ton marathon, tu vas t'en souvenir longtemps parce que voilà, c'était déjà le cadre était exceptionnel, mais le fait de dire j'ai jamais fait, waouh, et je l'ai atteint. Peut-être que t'as pas eu le résultat que tu voulais, j'en sais rien, mais t'es sorti de ta zone de confort. Donc quand tu reviens à du 10 km, tu fais ouais, en fait c'est plus agréable parce que j'ai vu quelque chose de nouveau, je me suis confronté à autre chose. Voilà. C'est exactement ce dont j'ai envie en ce moment. Je le partageais avec quelques proches, même avec mon entraîneur, en lui disant aujourd'hui, après avoir fait pendant X semaines la préparation du marathon, j'ai envie de retrouver quelques sensations de vitesse, des séances de VMA qui sont pas les plus simples, mais on va vraiment aller au bout de l'effort parce que j'ai cette envie peut-être de revenir un petit peu dans ma zone de confort comme tu l'évoquais et peut-être dans un an, dans quelques mois, de revenir sur une nouvelle préparation marathon ou d'autres objectifs, comme tu l'as dit. Il n'y a pas besoin d'avoir cette course au kilomètre. Tout à fait. Et comment tu perçois cette surenchère, je dirais, au kilomètre? On parle de performance, tu fais de l'ultra. Est-ce que tu vois dans les personnes que tu accompagnes cette volonté d'aller toujours plus loin dans l'effort, dans le kilomètre, dans le dénivelé, l'ultra qui devient, on va dire pour certains, vraiment la quête ultime. Et on l'a vu sur le dernier UTMB, ça s'est soldé quand même par de nombreux abandons. En tant que professionnel de la préparation mentale et expert également en trail, comment tu l'analyses ? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Faut savoir déjà que sur des très longues distances ultra trail, c'est très souvent des personnes qui travaillent en bureau souvent, donc ou qui ont des métiers un peu stressants. Et dans l'ultra, ils recherchent de l'adrénaline. Ils recherchent quelque chose où ils vont s'oublier un peu, oublier peut-être leurs problèmes du quotidien. C'est quelque chose que j'ai quand même souvent remarqué. Ou ouais, cette quête du kilométrage, en fait ça devient à la mode. Voilà, à un moment donné, le Saint Graal c'était le marathon, sauf que là il y a beaucoup de gens qui ont fait leur marathon. Ils se disent en fait moi j'ai envie de faire mieux que la plupart des gens, donc qu'est-ce qu'il y a après? Il y a du trail. Qu'est-ce qu'il y a après le trail? Il y a l'ultra trail. Donc il y a ce côté pour le coup que je trouve un peu malsain, mais c'est de se comparer aux autres. Donc faire du plus de kilométrage pour se comparer aux autres et dire j'ai fait plus que les autres. Clairement c'est pas ça, c'est pas ça que tous ceux qui écoutent et qui se reconnaissent là-dedans, clairement c'est vraiment pas la bonne méthode parce que on le voit sur marathon aussi, des gens qui se lancent sans préparation parce que c'est la mode de le faire. Très souvent ils se blessent et je pars toujours du principe que la course à pied, faut que ça reste une passion.
Si c'est courir, faire le plus de kilomètres juste pour faire comme tout le monde, c'est pas bon, ça fait même pas du bien à l'ego, c'est mais juste un tout petit pansement, mais ça soigne pas le fond faut vraiment trouver le sport qui te fait plaisir et tu le fais. Si tu aimes faire de la longue distance, bah tu fais de la longue distance, mais j'ai des coachs, ils se plaisent très bien à faire juste des 10 kilomètres et ils s'éclatent là-dedans et il y a pas de problème. Et ils me disent souvent, bah un jour je ferai un marathon. Ouais, mais est-ce que t'as envie de le faire? Non, mais non, fais pas de marathon. Si ça t'intéresse pas, le fais pas. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment cette quête de comparaison aux autres, en tout cas sur parfois cette recherche de kilométrage absolument. En fait, on recherche le chiffre, on cherche plus la sensation. Voilà. Pour avoir fait mon premier marathon, Nicolas, j'ai attendu 21 ans de pratique, donc j'ai quand même mis une certaine maturation avant de franchir le pas, et j'ai trouvé que c'était quand même une épreuve qui était difficile, même si on a tendance à dire aujourd'hui c'est à la portée de tous, on banalise un petit peu ces 42 kilomètres. Personnellement, je trouve que c'était déjà un beau défi. Alors j'imagine les personnes qui se lancent sur des distances beaucoup plus longues, je pense qu'il faut pas le prendre à la légère et peut-être d'être accompagné par des personnes comme toi. On en parle souvent sur le podcast de la préparation mentale, c'est quelque chose d'important pour franchir un petit peu ces paliers et aller progressivement vers cette pratique qui est différente et qui nécessite un engagement à la fois physique mais mental bien plus important que toute autre course. Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai rien à rajouter à ce que tu viens de dire. Alors, par rapport à cette notion de confiance sur des marathons, et je l'ai vu sur ce marathon pour tous, il y a eu beaucoup d'abandons. En ultra trail, ça arrive également. Comment on peut ressortir du positif d'une course à laquelle on a pris part et où finalement l'objectif ou les objectifs ne sont pas forcément atteints? C'est justement peut-être de ne pas avoir qu'un seul objectif pour rebondir sur d'autres pistes et quand même y trouver de la satisfaction. Alors déjà, il y aura deux types d'abandon. Il y a l'abandon pour cause de blessure ou risque de blessure. Clairement, moi, faut pas le voir comme un abandon, ça. C'est plutôt avoir réussi à s'écouter et s'arrêter avant que ce soit trop tard. Après, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, très bien. Et après, il y a l'abandon, effectivement, parce qu'émotionnellement ou mentalement, ça suit pas. Donc là, il y a d'autres aspects à prendre en compte. En préparation mentale, ce qu'on fait souvent, une des premières étapes, c'est définir un objectif. Donc par exemple, si c'est un marathon, effectivement, il y a le finir ou faire un chrono. Et effectivement, c'est mettre des petits sous-objectifs. Alors, je l'appelle pas sous-objectifs en soi, j'appelle plutôt ça des objectifs de moyens, mais qui sont là à côté et que justement, quand on se fixe un objectif, le réel but d'un objectif, c'est on sait pas s'il est tout à fait atteignable. Il y a un petit défi là-dedans, c'est qu'il y a moyen qu'on passe à côté. Et le problème de n'avoir qu'un objectif comme ça, effectivement, c'est soit oui, soit non. C'est blanc ou noir. L'idée, c'est pas que ce soit blanc ou noir, mais que même si on n'atteint pas notre objectif, on ait quand même des petits accomplissements qu'on ait eu derrière. Et dans les objectifs de moyens, c'est qu'est-ce qu'on met en place durant toute la préparation pour sentir qu'on a eu un axe de progression. Donc j'ai envie de dire, des personnes qui ont abandonné, qui sont un peu déçues ou frustrées d'une course auquel ils ont pu participer, c'est de voir, mais au moment où ils sont inscrits à cette course, sur quel aspect ils ont déjà progressé, pour montrer à quel point ils se sont rapprochés en fait de l'objectif par rapport au moment où ils se le sont fixés. Si on prend l'exemple d'un marathon, quelqu'un, je sais pas, qui visait 4 heures à un marathon, il fait 4h10, juste te dire, mais attends, est-ce que t'as déjà fini un marathon? Non, donc déjà il y a un axe de progression. Si certains ça intéresse, je sais pas, les allures au kilomètre et qui regardaient ça, il dit en fait pendant 30 kilomètres j'étais au bon rythme et j'ai craqué sur les 12 derniers. Ok, en fait la prochaine fois je sais sur quoi travailler. Il faut que je travaille sur ces 12 derniers kilomètres. Les 30 premiers ça allait. Voilà. En fait c'est se mettre plein de petits bouts. Alors je dis pas d'en avoir 15 sinon après on s'y perd. Moi souvent j'en identifie 3. Avoir 3 petits sous-objectifs qui permettent de voir que oui, en fait, j'ai quand même progressé. Et pour quelqu'un justement dont le mental viendrait à flancher parce que on n'est plus dans l'allure visée, on n'a plus forcément la possibilité de se classer. Là, c'est peut-être plus pour le trail dans un top 10, top 50, top 100 et qui vont finalement mettre le clignotant et bâcher la course.
Quel est ton regard par rapport à ça? En tant que sportif, je me dis, si je m'inscris à une compétition, je vais quand même essayer de finir et d'aller jusqu'au bout. Si je ne suis pas blessé, je finis peut-être avec les moyens du bord, mais j'avance coûte que coûte. Quel est ton regard par rapport à ça pour celles et ceux qui viendraient à mettre le clignotant? Il n'y a pas de blessure physique, c'est juste la tête qui ne suit plus. Ouais. Alors là, je vais déjà donner un premier truc, c'est purement subjectif, mais c'est moi qui me le dis avant le début de chaque course. Je me donne 3 objectifs de base. La première, c'est ne pas me blesser. Bon, ça, on en a déjà parlé. Moi, finir une course coûte que coûte et être blessé, j'ai perdu la course. Hein. Peu importe le résultat. Ensuite, c'est finir la course. Et après, c'est finir avec le meilleur résultat possible. Ça veut dire que même si je passe la ligne d'arrivée, j'ai déjà rempli 2 objectifs sur 3. Bon, je suis plutôt gagnant dans l'affaire. Ça, c'est pour histoire de voir déjà le côté positif. Après, viser la place, viser un chrono, vraiment, ça dépend encore une fois de comment on a défini son objectif au démarrage. C'est est-ce que on a mis un objectif qui était beaucoup trop élevé ou je vais pas dire trop faible parce qu'on n'est pas dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, mais peut-être qu'il était trop élevé ou peut-être que surtout quand les courses commencent à s'allonger, tu parles de marathon ou de trail, ultra trail, c'est normal d'avoir des coups de mou. Donc l'idée c'est d'accepter le moment de coup de mou en sachant que ça peut repartir derrière. Mais si dans la tête on se dit c'est bon, j'ai le coup de mou, ça repartira plus, bon en fait on rentre dans une spirale négative qui fait que ça va que aller de mal en pis. Donc l'idée c'est de voir toujours ce côté positif. Je dis pas qu'il faut être béni oui et voir du beau partout, mais c'est accepter que les moments négatifs c'est passager et que ça va revenir, et potentiellement se remettre peut-être un nouvel objectif pour la fin de course. Je disais peut-être qu'on visait une allure et elle est plus respectable, en tout cas on le sent plus. Dit qu'est-ce qui est possible là maintenant? Peut-être que je vais, au lieu de faire, je dis n'importe quoi, mais 5 minutes au kilomètre, je vais faire 5 minutes 10 au kilomètre, et je vais essayer de me tenir ça. Et disons que c'est des sous-objectifs, on va dire pansement, le moment de la course, et après il faudra justement revenir sur ce qui s'est passé après coup, parce qu'au moment où on est dans la course, c'est plus le moment où il faut trop réfléchir normalement, on fait, et puis après on analyse. Voilà. Tout ça, en fait, ça demande aussi à se connaître. C'est pour ça, du jour au lendemain, quelqu'un qui s'inscrit au marathon, pour moi, c'est une des plus grosses des bêtises. Mais ça apprend à se connaître. La course à pied, en tout cas, c'est justement un sport merveilleux pour apprendre à se connaître. Plus c'est long et plus tu apprends à te connaître dans les moindres retranchements. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc là, la question que tu me poses, c'est aussi un peu délicat parce qu'en fonction des gens, ça va être complètement différent. De ton point de vue, soit tu gagnes, soit tu apprends, pour ne pas reprendre une citation d'un grand personnage historique célèbre. Non, mais c'est tellement vrai cette phrase. C'est en tout cas quand tu décides de le voir de ce point de vue-là, oui. Après, il y en a, ils verront toujours en disant non, j'ai échoué. Oui, ok, reste dans ton échec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a toujours quelque chose à apprendre, et puis parfois on apprend même plus quand on a échoué que quand on a réussi. Parce qu'on a réussi, limite, c'est se demander est-ce que j'aurais pas pu viser mieux. Ouais, voilà. Quels vont être les outils que tu vas mettre en place avec des personnes que tu accompagnes en amont pour préparer finalement cette compétition, être en mesure de se connaître, de la débriefer et derrière de continuer à progresser? Très bien. Déjà, je parlais de la fixation d'objectifs. Ouais, bon, je pourrais rentrer plus dans le détail, mais globalement, il y a ça. Travailler sur les axes de motivation, qui travaillent sur des sentiments de la motivation. Et ça permet de savoir, déjà pendant toute la préparation, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on va chercher comme émotion, et s'en souvenir les moments où, parce que forcément la motivation elle est pas tout le temps là, et c'est pouvoir réactiver ces sentiments de la motivation. Juste pour donner un exemple, je sais pas, quand on prépare un marathon, t'as des sorties longues, t'as des sorties courtes, t'as des fractionnés. Quand tu sais que toi, ton axe de motivation, c'est les fractionnés, et que pendant une longue partie de ta prépa, potentiellement t'en as pas à un moment donné, tu vas être démotivé. Donc l'idée, c'est de t'en remettre, ou de te mettre des tout petits fractionnés peut-être dans tes sorties longues, qui pour toi sont peut-être chiantes, t'aimes pas ça. C'est juste dire, en fait, pendant ma sortie longue, je vais me mettre des petits fractionnés tout petits qui vont pas me faire de mal, mais ce qui va rajouter un petit peu de challenge et qui va me remotiver. Et le fait de faire ça, déjà on vit une préparation qui est beaucoup plus agréable. Donc
Donc ouais, ça d'abord, fixation d'objectifs, la motivation. Après, on en a déjà parlé, mais c'est tout le cadre autour de la course à pied, donc le damier de l'estime. Mettons que la course à pied, on aime bien, mais on n'est pas prêt à s'y engager, je sais pas, à faire 15 heures par semaine, mais combien de temps par semaine? C'est plus ou moins mettre ça en place et se rendre compte que si le travail ça se passe pas bien ou si à la maison ça se passe pas bien, potentiellement les séances elles vont pas bien se passer non plus et ça va avoir un impact sur le marathon derrière. Donc c'est tout le cadre autour et le dernier axe sur lequel moi je travaille beaucoup, c'est la gestion des émotions et notamment de la peur. Et en fait parce que des peurs, on en a tous. Hein. Le stress de démarrage, c'est de la peur. Est-ce qu'on va réussir, pas réussir, peur d'être ridicule, peur de se blesser. Et l'idée, c'est pas, encore une fois, pas de voir la peur comme quelque chose de négatif et bloquant, mais de s'en servir comme une force pour faire encore mieux. Je parle souvent, pour revenir aux sandales, on me demande souvent si j'ai peur de courir en sandales. Oui, j'ai peur de courir en sandales et de me faire mal. Tout le temps. Hein. Faut pas croire que j'ai pas peur de ça. Et c'est justement cette peur qui me pousse à faire plus attention où est-ce que je pose mes pieds, à faire plus attention à ma foulée pour qu'elle soit parfaite, quasi parfaite en tout cas pour moi, et que je ne me blesse pas. Donc en fait cette peur, elle me bloque pas en disant « Oh j'ai peur, je fais pas », j'ai peur donc j'y vais. Voilà. Pour revenir encore sur des citations qui sont très parlantes. Alors Nicolas, tu me tends une perche avec cette pratique en sandales. Du coureur que tu étais au collège, qui aimait justement le 3000 mètres steeple, des courses de club, comment tu es arrivé à courir en sandales? Est-ce que ton approche d'ingénieur tournée vers les énergies renouvelables, côté écologiste, est-ce que ça a joué dans ta pratique et dans cette volonté d'arriver vers cette sandale, ce matériel minimaliste? Donc on est loin là des pompes de course à pied. C'est ça, oui. Donc maintenant j'ai 18 ans de pratique et un peu plus de 2 ans en sandales. Alors comment c'est venu? La première, c'est que je commençais à courir beaucoup. C'est une année où j'avais fait 5000 km dans l'année. Et si j'écoutais le marketing des chaussures, j'avais 4 ou 5 paires dans l'année. Et pour moi, c'était hors de question. Donc effectivement, cette conscience écologique, moi, ça a démarré par là. Et je cherchais une paire de chaussures soit qui ait besoin de moins changer régulièrement ou de changer la partie endommagée. Mais bon, quand un amorti est cassé, comment on le change? Quand le mesh est cassé, on peut bien rafistoler un peu, mais au bout d'un moment, ça déforme la chaussure, c'était pas bon. Et du coup, je cherchais une chaussure, voilà, qui était plus écolo, et j'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Et c'est un peu par hasard à ce moment-là que j'ai vu des gens courir en sandales, et dès là, je me dis, attends, il y a moins de plastique, il y a moins de tout ça, donc il y a peut-être moins de chances que ça casse. Voilà, comment ça a démarré. Donc j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Et donc ouais, cette première conscience d'abord écologique, et très vite après j'ai découvert la clinique du coureur avec la démarche minimaliste. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je vais faire une pierre deux coups, la conscience écologique et en même temps revenir à une foulée naturelle, revenir à quelque chose de simple, revenir à en fait faire un petit pas en arrière pour réapprendre à courir, mais au final avec des forts bénéfices derrière. On n'en a pas parlé, mais j'ai battu tous mes chronos sur route, en trail, en sandales. Donc voilà, c'est le deuxième point. Donc premier, écologie. Deuxième, revenir à quelque chose de simple, la foulée naturelle. La troisième chose, courir pieds nus. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais ça fait une sensation de liberté de fou. Voilà. Et le quatrième point, là, qui est venu plus ou moins cette année, avec mes punchlines sur les réseaux, là, c'est pas la chaussure qui fait le coureur, ou c'est la voûte plantaire, ma plaque carbone. Bon, dans l'idée, en fait, c'est montrer qu'avec peu, on peut déjà faire beaucoup et parfois tout aussi bien. Cette transition vers la chaussure conventionnelle et cette sandale, ça t'a pris combien de temps? Moi, ça m'a pris 9 mois à repartir de quasi de zéro, et je pense que je suis allé vite. Je tiens à préciser, donc oui, ça demande du temps, particulièrement pour des coureurs qui ont déjà l'habitude de courir en chaussures, parce qu'il y a des mauvaises habitudes à enlever.
Voilà, pour un coureur novice qui se met à la course à pied, limite, je lui conseillerais tout de suite de démarrer avec avoir des chaussures minimalistes ou des sandales, peu importe. Mais voilà, en fait, c'est les mauvaises habitudes qui sont longues à déconstruire. Quelle était ta dernière paire de chaussures conventionnelles avec amorti et peut-être carbone? Pas carbone, jamais eu carbone. C'était déjà trop tard. C'était des ASICS. J'ai toujours couru en ASICS quasiment. J'avais jamais de recherche particulière de la chaussure. Enfin, j'avais une paire qui m'allait bien et je prenais toujours la gamme qui sortait de l'année d'après. J'ai jamais eu cette quête de matériel qui allait mieux. Voilà. Et donc, sur ces premiers pas en sandales, qu'est-ce que tu as découvert? De combien de kilomètres ou de combien de minutes était cette première sortie? Parce que moi, j'entends, il faut faire une transition, c'est relativement lent, même si tu dis 9 mois, ça a été rapide pour toi. Mais quel coureur aujourd'hui serait prêt à sacrifier toute idée de progression avec des objectifs de chrono, d'échéances sportives à venir? C'est quasiment une année blanche que tu as laissé à ton corps pour s'adapter, se réadapter à cette foulée très naturelle et minimaliste. Mmh. Bah là, encore une fois, c'est dans la définition aussi de ces objectifs. Est-ce que on a envie de retrouver une foulée, on va dire naturelle pour pouvoir reprogresser derrière, mais accepter du coup que pendant un an il n'y ait pas ces résultats-là. En fait, c'est est-ce qu'on veut le truc tout de suite ou plus tard. Voilà. Donc c'est savoir aussi ce qu'on accepte de faire. Ouais, ça c'est pour la réponse de la dernière question. Pour la première question, c'était qu'est-ce que j'avais remarqué. Clairement, entre courir en chaussures et courir en sandales, les plus grosses choses que j'ai vues, c'était le bruit que je faisais en courant. Plus de bruit. Genre c'était léger, je caressais le sol, des tout petits pas et très rapide. Genre on préconise souvent 180 pas par minute, la plupart des gens sont larges en dessous. Moi je suis plus proche des 190-200. Or pourquoi je sais pas, moi ça m'est venu un peu naturellement, mais c'était pour moi primordial pour justement ne plus faire de bruit en courant et ça c'était très agréable aussi. Ce qui peut surprendre aussi des gens qui marchent en pleine nature parce qu'ils ne m'entendent pas arriver. Ou des animaux que tu peux peut-être surprendre également. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que cette cadence à 180, elle a été formalisée, elle a été mise en avant comme étant la cadence idéale. Mais pour avoir suivi quelques formations et pris conseil auprès de Blaise Dubois de la clinique du coureur, ce qu'il disait, c'est déjà d'augmenter la cadence qui est notre cadence habituelle, va avoir des bénéfices sur la foulée. Donc oui, à 190, tu dois avoir vraiment des petits pas et ça mouline, comme on dit. Tout à fait, ouais, ça mouline. Et après, la clinique du coureur avec Blaise Dubois, de toute façon, là, les 9 mois, quand je dis que ça demande du temps, c'est encore une fois pour respecter cette progressivité. Et Blaise Dubois, on parle souvent qui parle de la chaussure minimaliste, mais le truc qui met le plus en avant, c'est cette progressivité. 80% des blessures d'un coureur, elles viennent d'une non-progressivité quelque part. Donc, moi, quand je suis passé de la chaussure à la sandale, j'ai décidé de plus prendre de chaussures tout de suite. Je pourrais préconiser à quelqu'un qui a quand même envie de faire des chronos et tout ça, de se dire, mes séances de vitesse sur piste, je garde mes chaussures parce que c'est traumatisant, et mes footings, je vais les faire en sandales, et progressivement, on va changer ça. Donc non, moi j'ai décidé de passer direct en sandales, et du coup, c'est reparti par juste des tout petits footings, voire même que des marches au début, et progressivement, j'ai pu réaugmenter. J'ai fait des renforcements musculaires aussi à côté qui m'ont permis effectivement de faire cette transition un peu plus rapide. Voilà, pareil, des transitions, il existe des plans pour autant de coureurs qu'il y a. Il y en a, ça va passer très vite, il y en a, ça va être plus long, parce que peut-être que il y en a, ils avaient, même avec les chaussures, ils avaient une foulée qui était plus propre, et du coup, effectivement, la transition se fait plus rapidement. J'ai fait de l'athlé en club, donc je suppose que ça a pas mal aidé aussi d'avoir une technique qui était plus appropriée. Voilà, ça dépend.
Tu avais peut-être déjà le pied, comme on dit, avec cette pose peut-être médio-pied, avant-pied, que l'on retrouve dans cette attaque naturelle. Je fais l'expérience souvent avec les personnes de mon groupe du mercredi, quand la pelouse où nous effectuons les entraînements est encore praticable. Ils sont surpris par cette foulée qui les emmène plus vers l'avant. Et là, en sandales, c'est clairement le cas. Combien de kilomètres tu peux réaliser avec une sandale? A contrario, avec les chaussures conventionnelles, où pour certaines, on dit 400, 500, 600 kilomètres, et elles sont déjà bonnes à mettre au rebut. Là, pour une paire de sandales et de pentasandales, parce que c'est la marque que tu utilises, on peut tenir combien de kilomètres? Bah écoute, les paires que j'ai là, elles viennent de dépasser les 2000 kilomètres et je les utilise encore. Alors celles de trail, bon en fait ce qui va gêner à un moment donné pour les utiliser en trail, c'est le grip. Mais du coup, je les utilise sur route. Donc, je les ferai durer encore un peu. Donc ouais, elles viennent de dépasser 2000 kilomètres. Et si je suis pas allé au-delà, c'est que les pantas, ça fait que 1 an et demi que je les ai. Mais ça va arriver. J'ai pour objectif au moins 3000 kilomètres. Et puis de toute façon, j'irai jusqu'à ce que mort s'en suive pour la sandale, parce que voilà, l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand chose à casser. Je pense qu'à un moment donné, la semelle va s'user et je vais voir la peau. Et voilà. Et justement, toi qui pratiques le trail, et on en avait parlé avec Olivier, avec Elodie, avec Ben Violo, ils n'ont pas eu de séquelles, d'orteils martyrisés, d'ongles noirs, alors que le pied est quand même complètement à l'air libre. Alors comment tu expliques que on puisse ne pas souffrir des aléas du trail, des pierres, des branches qu'on peut rencontrer? Est-ce qu'on est plus alerte le fait d'avoir ce pied vraiment au contact, au plus proche du sol? Ouais, je reviens en fait sur ce côté la peur de se faire mal, et on sent qu'il y a rien. On sent que le pied est sensible, il peut tout prendre, et du coup on fait beaucoup plus attention où est-ce qu'on pose ses pieds, et je pense que ça vient de là, un côté un peu inconscient, et le fait de l'inconscience qui fait qu'on pose beaucoup plus facilement ses pieds au bon endroit. Le fait de faire aussi des plus petits pas, au final, même si on tape quelque chose, on y arrive avec moins de force, avec plus de contrôle. Du coup, même si on tape, parce que j'ai déjà tapé des cailloux, en 2 ans de pratique en sandales, j'ai tapé 2 fois des cailloux où effectivement je me suis un petit peu ouvert le pied, mais c'est un peu impressionnant parce que ça saigne vite au pied, mais globalement il y a rien, quoi. Le lendemain, ça s'est cicatrisé et j'ai plus rien. Mais voilà, ouais, je pense que ça vient de là, ce côté de la peur, l'inconscient qui fait que finalement, on fait plus attention, et des petits bobos, il y en a, mais voilà, je préfère ça qu'une cheville qui va m'arrêter plusieurs mois. Voilà. Tu disais pratiquer le renforcement musculaire. Durant ces 2 dernières années, tu n'as pas eu de blessure, je dirais de contraintes type tendinite, que ce soit sur peut-être les releveurs au niveau des pieds, au niveau du tendon d'Achille. Tu es quand même préservé, mais tu l'intègres dans ton entraînement, ces exercices pour renforcer, que ce soit les muscles intrinsèques du pied ou toute cette chaîne postérieure avec les mollets qui sont peut-être mis plus en contrainte que sur une chaussure conventionnelle. C'est ça. Souvent, ce que je peux voir, c'est que malheureusement, des personnes vont faire du renforcement musculaire quand elles se sont blessées. Et l'idée serait de le faire avant pour justement pas se blesser. Donc ouais, j'ai intégré ça assez vite. Et en fait, dans mon quotidien, je marche tout le temps pieds nus. Du coup, ça se renforce quand même, mine de rien, naturellement. J'attends pas en fait d'aller courir pour me renforcer. Ça se fait au quotidien. Et oui, ça me semble important de ce renforcement à faire en plus. Ne serait-ce que pour être plus confort même après dans la course. Est-ce que tu portes des sandales de ville qui ne sont pas les mêmes que celles que tu utilises pour la pratique sportive? Ou est-ce que tu adoptes des chaussures pour le reste de tes activités professionnelles? Alors, je suis en sandales toute l'année, même l'hiver quand je peux. Alors j'avoue, quand il fait très froid, j'ai quand même une paire de chaussures. Mais non, un maximum toute l'année en sandales, et les mêmes que avec lesquelles je cours. Alors je suis ambassadeur sandales du coup, de chez Panta Sandales, du coup effectivement je n'ai pas que 2 paires de sandales comme quand j'avais démarré au début, justement pour que je puisse tous les tester et pouvoir conseiller les gens sur la meilleure sandale selon leur pratique.
Donc c'est vrai que j'ai un confort de pouvoir tourner avec différentes sandales. Donc j'en ai une que je garde maintenant plus propre pour toute l'année. Mais voilà, mais dans le principe, moi ma première année avant que je sois ambassadeur chez Panta, j'avais avec 2 paires de sandales, une pour le trail, une pour la route, et celle pour la route, j'utilisais dans mon quotidien tout le temps. Et est-ce que ça nécessite, au niveau du pied là, purement et simplement la peau, le talon, un soin particulier? Est-ce que de la corne se forme? Est-ce que la peau s'épaissit? Est-ce que justement cette voûte plantaire est plus à même d'affronter donc ces différents passages parfois un peu escarpés, périlleux? Comment tu perçois l'évolution de ton pied après 2 années de pratique minimaliste? Alors déjà, il n'y a pas de cornes en courant pieds nus. On me pose souvent la question. Les cornes, en fait, elles viennent souvent quand on est enfermé dans des chaussures un peu humides. Alors, soit l'humidité ambiante qui fait que ça rentre dans la chaussure, ou même on transpire des pieds et le pied ne respire pas. Donc en fait, on n'a pas de cornes, mais effectivement, on a la peau des pieds qui est plus ferme, voilà, qui se renforce. Alors, je pourrais pas dire exactement où, je me suis pas assez renseigné sur le sujet, mais effectivement, moi, quand je marche maintenant sur des cailloux pointus, même quand je suis pieds nus, je les sens, mais ça me fait pas autant mal qu'avant parce que c'est plus charnu, c'est plus costaud. Donc oui, ça se renforce, mais ça encore, ça demande du temps. Même au bout de 9 mois, quand je disais que j'avais fait la transition, au bout de 9 mois, je pouvais pas marcher encore sur des cailloux. Là maintenant ça va beaucoup mieux. Mais ouais, il y a vraiment ça, ce côté peau plus ferme, mais pas de la corne. C'est pas cassant, c'est vraiment très tendre la peau sous les pieds. Et oui, c'était ça l'entretien. Je sais qu'il y en a qui entretiennent, qui passent des crèmes ou quoi. Moi, je fais pas. C'est pas. J'aime pas senti le besoin. Je me masse souvent un peu les pieds pour que ça fasse du bien, mais c'est tout. J'ai pas de crème particulière. Dans les pelotons, Nicolas, quand on te voit arriver avec des sandales, on se dit oh, encore un illuminé, quelqu'un qui veut gagner un pari. Sauf que quand on te voit à l'arrivée, notamment de ce marathon de Paris avec un chrono que je vais te laisser évoquer, on se dit non, finalement, on peut courir avec des sandales. Et tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est ta punchline. C'est pas la chaussure qui fait le coureur, c'est peut-être autre chose. Comment tu peux nous décrire cet accueil dans les pelotons, à la fois sur route et en trail? Très bien. Bon, déjà, le chrono, du coup, c'est 2h39 minutes et 26 secondes. Voilà. Chrono que j'ai éclaté par rapport à mes chaussures qui étaient de 2h46. Alors comment c'est reçu? Il y a de tout. Il y a à la fois celui qui connaît pas du tout déjà l'approche minimaliste et qui effectivement en prennent pour un demeuré. Il y a ceux qui connaissent mais voilà qui regardent un peu de loin, et il y a ceux qui connaissent et qui félicitent, et j'ai encore plus de félicitations. Donc il y a vraiment de tout. Moi je me nourris de tout. Ceux qui trouvent ça trop bien, ben je prends, et ceux qui trouvent ridicule en disant il va faire que se blesser, ben ça met un peu plus de punch en disant je vais vous faire mentir les gars. Du coup ouais, il y a de tout. Là il y a pas de différence je trouve entre la route et le trail. Dans les deux, je veux dire mentalité de coureur, parce qu'il y a quand même des petites différences je trouve. On retrouve les 3 catégories là dont je viens de parler. Et donc, quand on te voit passer, on t'entend pas, vu que tu ne fais pas de bruit, mais ça doit surprendre, même à l'intérieur du peloton, en pleine course, de te voir arriver avec ces sandales aux pieds. Tu dois avoir des mines stupéfaites autour de toi. Ouais, bah particulièrement là à Paris, bah le chrono était quand même rapide, et il y en avait qui pensaient que je me foutais de leur gueule parce que potentiellement je pouvais valoir beaucoup mieux. Et je voulais leur montrer que en courant avec des chaussures qui servaient à rien, quoi, et ben je pouvais quand même les battre. Donc ils pensaient que je me moquais d'eux, mais pas du tout. C'est vraiment pas. Bon, si vous avez écouté depuis le début, c'est pas du tout la démarche. Mais ouais, il y en a en fait, ils étaient frustrés, en colère contre moi, alors que bon bah c'était ma course et eux ils faisaient la leur. Mais encore une fois, du coup, pour moi ces coureurs-là qui commençaient à regarder et à être en colère, c'est potentiellement ils se comparent aux autres et ils font plus leur course pour eux. Donc en tant que préparateur mental, moi c'est quelque chose que j'ai envie de changer dans la mentalité du peloton. C'est ouais, on fait les choses pour soi. Et puis bah si quelqu'un a envie de courir en plate carbone, je vais pas lui dire non plus c'est ridicule ce que tu fais, alors que mon point de vue il est pas au plaque carbone. Mais voilà, chacun court comme il a envie de courir.
Je suis pas en train de dire tout coureur en chaussures là, c'est pas bien ce que vous faites. Hein. C'est pas trop la démarche. Alors justement, tu n'es absolument pas dans la comparaison et tu viens te défier toi-même puisque tu as entrepris, il y a quelques mois maintenant, de réaliser le GR1, donc qui est un sentier de randonnée autour de l'agglomération parisienne, mais très très vaste, hein, tu vas le présenter. Et je voulais savoir comment cette idée t'était venue et comment tu peux aujourd'hui en tirer des événements, tirer des éléments qui vont te faire avancer dans ta poursuite et dans ta pratique de la course à pied. Très bien. Donc effectivement, le GR1, ça s'appelle alias le Grand Tour de Paris. Donc c'est un départ à Porte-Maillot et je suis passé par sur la théorie, par les 4 parcs régionaux autour de Paris, le Vexin, l'Oise, le Gâtinais, la Haute-Vallée de Chevreuse. C'était un tour qui devait faire 580 km que je voulais faire en 7 jours. Donc c'était la semaine dernière et j'ai dû arrêter au 320e au bout de 4 jours et puis quelques heures du 5e jour, qui représente quand même 8 marathons en 4 jours, mine de rien. J'ai dû m'arrêter pour une douleur, justement, s'arrêter avant que ce soit trop tard. Du coup, voilà, j'ai préféré m'arrêter avant. Donc effectivement, en fait, ce type de défi que je me lance, je le qualifie d'éco-aventure parce qu'effectivement, j'aime bien du coup faire des marathons pour pouvoir Alors, il y a quand même une idée de se comparer aux autres, de se comparer au chrono, d'aller repousser un peu les limites rapides. Quand je m'inscris à des ultras, c'est pareil. Mais je suis contraint par ce que la course a organisé. L'idée là, c'était de me mettre mes propres règles, de pouvoir les respecter. Donc voilà, donc j'ai choisi le parcours, j'ai choisi ce que je voulais mettre en avant, donc l'éco-aventure. Pour moi, l'éco-aventure, c'est quoi ? C'est c'est mettre à la fois en avant cette démarche écologique et le sport, parce que je pense que c'est un vecteur parfait, le sport, pour véhiculer des valeurs d'écologie qu'on peut avoir tendance à oublier maintenant aussi, avec justement, on en parlait, cette quête de toujours plus. Ouais, ça, en fait, c'est revenir à quelque chose de simple. Ça reste une course compliquée, mais c'est quelque chose de simple dans la conception. Et voilà, donc du coup, pendant ces 4 jours, ce que je faisais, c'est que je me filmais tous les jours et je racontais un petit peu ma pratique sportive, comment je la voyais et ce que j'appliquais au quotidien pour rendre mon sport plus vert. Et que ça puisse donner des petits tips aux personnes qui me suivent pour repenser sa pratique de la course à pied. Est-ce que tu as quelques tips à nous donner justement pour avoir une pratique sportive un peu plus green ? Très bien. Alors j'avais axé moi sur 3 points. La mobilité, c'est-à-dire quand on se rend à nos compétitions sportives, parce que le but c'est pas d'arrêter, surtout si ça nous plaît, c'est la façon de s'y rendre. Entre une personne qui va tout seul sur sa course, ou on y va en covoite ou en train ou que sais-je, voilà, c'est déjà rien que ça rentre dans l'état d'esprit, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs choisi le GR1, parce que c'était relié par 57 gares depuis Paris, et du coup il y a des coureurs qui m'ont rejoint en utilisant uniquement les transports en commun sur le parcours, et ça c'était quand même assez fou. Donc voilà, la mobilité. La deuxième chose, c'était sur l'équipement. Donc j'en ai déjà parlé au niveau des sandales, comme quoi il y avait une démarche écologique derrière, mais ça s'arrête pas là. Je parle dans tout l'équipement sportif que l'on a au quotidien. Souvent on se dit je me mets à la course à pied parce que c'est pas un sport où il y a besoin de dépenser beaucoup, et puis quand on fait le compte de tout l'équipement, on se rend compte que waouh. Et en fait voilà, c'était invité à s'interroger sur est-ce que j'ai besoin de ce nouveau short alors que j'en ai déjà 3 à la maison, est-ce que j'ai besoin de ce nouveau t-shirt alors que j'ai 6 t-shirts finisher qui traînent dans l'armoire. Voilà, c'était un peu repenser ça avec la règle justement des 4 R de l'écologie. J'étais surpris que autant de gens ne la connaissent pas. Pour la faire courte, les 4 R, c'est les 4 questions à se poser dans l'ordre avant d'acheter quelque chose. La première, c'est réduire. Est-ce que j'en ai besoin ? Le deuxième, c'est réutiliser. Un matériel qu'on peut réutiliser plusieurs fois, c'est mieux qu'un matériel qu'on doit jeter au bout d'une utilisation. Ensuite, c'est réparer. Combien de t-shirts ont un petit trou, on va le jeter alors qu'avec on se débrouille un peu, on peut le réparer. Et enfin, recycler. Recycler, c'est quelque chose de très important, mais je trouve qu'on le met beaucoup trop en avant par rapport aux 3 premiers R qui sont beaucoup plus importants. Et troisième petit tip, c'était au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Donc l'alimentation, c'est du consommable, forcément.
Et là, c'est plutôt sur est-ce qu'on peut limiter le plastique, par exemple. Donc voilà, l'exemple que je donnais, c'était partir avec sa gourde d'eau qu'on recharge plutôt qu'une bouteille en plastique. Là, j'étais tout seul pendant 4 jours, donc je me débrouillais tout seul sur mon alimentation. Qu'est-ce que je prenais? Est-ce que j'allais en supermarché prendre un plastique que j'étais obligé de jeter? Non, j'arrivais avec mes petits sacs de congélation et j'allais me remplir en vrac et puis ça me faisait mon repas. C'est des tout petits détails, c'est des tout petits trucs, mais mis bout à bout, ça fait partie d'un état d'esprit qui permet d'être plus attentif même après dans son quotidien à toutes nos actions. Voilà. Est-ce que tu avais dans ton sac quelques pots de miel Happy Run? Alors les pots de miel, non, c'était trop lourd. Effectivement, j'avais des petits sachets et notamment un qui justement rejoint un peu ce que je viens de dire, c'était pour les boissons énergétiques. Parce qu'ils ont des gros pots et ils ont des petites doses qu'on peut emmener avec soi et qui sont réutilisables. Et ça, c'est quand même top. Parce qu'effectivement, le miel, le problème, c'est que ça reste du miel, ça dégouline, donc forcément, il y a du plastique. Mais ils ont quand même trouvé des solutions avec certains de leurs produits pour justement pouvoir faire un effort au niveau de l'emballage. Et c'est une des choses qui m'a plu d'ailleurs chez Happy Run, qui m'a beaucoup plu, en plus de leur sourire et de leur gentillesse, et de leurs produits de qualité. Non, c'était vraiment ça. Voilà, c'était... il y a cette démarche-là, ouais. Alors sur ces 4 jours et demi, Nicolas, passés autour du GR1, il y avait la question également du sommeil. Comment tu as fait pour dormir? Est-ce que tu as frappé à la porte des habitations que tu trouvais sur le chemin, ou est-ce que c'était un bivouac en nature? C'était un bivouac en nature et j'ai pas pris la meilleure semaine. Ouais, j'ai pas eu de chance avec la météo. Donc effectivement, c'était une des règles aussi que je m'étais fixée, c'est de dire allez, on va essayer de tout faire en autosuffisance, en autonomie. Donc j'ai couru avec un hamac que j'avais sur le dos. Pourquoi le hamac et pas une tente? Ça, c'est question logistique et de poids. Voilà, c'était le hamac, c'est non négligeable en termes de poids. Donc j'avais noté à peu près où est-ce que je pouvais m'arrêter tous les soirs dans les bois pour pouvoir poser le hamac. Donc je l'installais, ça me mettait environ 30-40 minutes le soir, environ 1 heure le matin pour plier les bagages. Et ouais, pour vous dire, ouais, la semaine était un peu fraîche. C'est descendu à 5 degrés la nuit et je me suis chopé pas mal de flotte. Donc ça, c'était le petit côté, le petit piment en plus que j'avais pas, que forcément on prévoit, mais bon, qu'on espère ne pas avoir lorsqu'on fait ça. Mais bon. C'est quelque chose à laquelle tu t'étais préparé, ces nuits de sommeil dans des conditions peut-être inconfortables, les conditions météo qui ne sont pas forcément bonnes. Dans ce travail de préparation mentale, quand tu abordes un objectif, est-ce que tu réalises des séances tests, grandeur nature? Je me rappelle de Marie qui a fait son tour du monde. Elle disait faire des week-ends avec sa poussette pour partir à l'aventure sur 2-3 jours, en espérant rencontrer les pires conditions météo de façon à ce que, une fois dans son aventure, elle puisse parer vraiment à des situations catastrophes. Est-ce que tu l'as mis en place? Oui, alors je le faisais pas aussi souvent qu'avant parce que là justement, t'en parlais, mais je rénove une maison et cette année c'était un peu compliqué. Donc je pense que l'une des choses qui fait que j'ai dû abandonner, je pense que j'ai pas eu la meilleure prépa physique. Donc bon, bref, ça c'est autre chose. Mais par contre, donc je fais des ultra trails. Et depuis quelques années maintenant, en fait, les ultras, je les fais en reconnaissance 1 mois avant, en plusieurs jours. Et justement, je pars de la même façon avec le hamac et tout ça. Donc, je me fais 40 km par jour pour le temps des reconnaissances. Donc, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Je connaissais tout mon matériel. J'ai pas forcément eu les conditions que j'ai eues là. Par contre, c'est vrai que lors de mes prépas, quelles qu'elles soient, très souvent, donc l'avantage c'est que je peux travailler à la maison en tant que préparateur mental, et parfois quand j'ai un temps de libre et que je vois qu'il fait moche, je me dis pas j'irai courir après la pluie, je dis j'y vais maintenant. Et effectivement, c'est très important pour moi de s'entraîner dans des conditions aussi dantesques, parce que le jour de la course, on choisit pas s'il fait beau ou s'il fait pas beau. Il faut y aller, et si on se met dans une situation d'inconfort parce qu'on potentiellement on a envie de faire un chrono, on a envie de terminer, on se lance dans quelque chose de compliqué. Si en plus on n'a jamais testé les conditions de pluie, de vent, de froid, on se rajoute une charge supplémentaire d'inconfort
et qui peut mener effectivement à potentiellement à l'abandon, quoi. Donc la préparation, c'est aussi ça, c'est pas que physique, c'est toute la logistique à côté. Tu demandais si je m'étais préparé, bah pareil, j'ai fait plusieurs fois faire le sac, défaire le sac pour que ce soit rapide et que je perde pas de temps le soir et savoir exactement où est-ce que je range mon matériel dans le sac. Ça aussi, c'était important parce que quand t'arrives fatigué, chercher la sardine où est-ce qu'elle est, ouais, voilà. Quel était le poids du sac qui t'a accompagné sur tout ce défi? Eau comprise 7 kilos. 7 kilos. Et je me suis entraîné du coup tout l'été j'ai fait l'ultramarin en fin juin. Et à partir de fin juin jusqu'au défi, toutes mes sorties, c'était avec le sac de 7 kilos pour m'habituer. Et ça, c'était pas mal parce que du coup, j'ai eu très peu mal au dos. D'habitude, quand revient le moment où je dois mettre le sac, j'ai des courbatures pendant un petit moment. Là, j'en ai pas eu. Du coup, ça, c'était un gros point positif, ouais. Et pour préparer ces journées, donc tu avais environ 80 km chaque jour à parcourir. On part sur quelle allure? Un plan d'entraînement pour 580 km, comment on fait? Là, c'était que des footings, plaisir, tranquille. Ouais, voilà. J'ai même pas fait d'allure, j'ai pas fait de fractionné. Je comptais en faire un tout petit peu, histoire de varier un peu les séances. Et ah non, j'avais cru que je t'avais perdu. Ouais, pour varier un petit peu les séances. Mais là, même pas. J'ai fait que des sorties plaisir. Et très souvent, quand je me lance, même pour les ultra trails, je fais beaucoup plus de sorties plaisir, de sorties longues. Mais je regarde même pas l'allure. Si j'ai envie d'aller vite, à un moment donné, je vais vite, mais je le sais qu'à la fin de la séance, savoir à quelle allure j'étais. Toutes les séances plutôt très spécifiques, gestion d'allure, je le fais pour ma saison marathon. Ouais, en fait, pour la faire simple, on en a pas parlé, mais très souvent mon début d'année, il est consacré aux courses sur route jusqu'à un marathon. Et après le marathon, je bifurque tranquillement vers l'ultra trail. Donc en fait, j'ai une partie de la saison consacrée à de la vitesse et une partie plutôt consacrée à plus de plaisir sortie longue. Voilà. Les mauvais jours, quand les routes sont humides, ça va, et après tu bascules sur des prairies qui sont verdoyantes et un peu moins boueuses, je dirais. Ouais, et puis moi j'aime bien cette répartition-là parce que ça fait comme deux sports différents et c'est pas les mêmes types d'efforts. Ouais, j'aime bien. Est-ce que tu t'octroies des coupures où il n'y a pas du tout de course à pied dans ton emploi du temps, peut-être de la marche pour garder finalement une activité un petit peu de mobilité, mais comment tu découpes ton année avec potentiellement des pauses? Alors depuis quelques années, j'ai souvent ma pause en septembre-octobre parce que mon dernier gros ultra est en septembre ou août et je fais en général un mois de pause derrière, 3 semaines, un mois. Où c'est pas que j'arrête toute activité, mais je cours plus, je vais faire du vélo, je vais marcher ou peu importe. Même parfois je fais pas de sport, mais vu que je suis assez actif, j'ai quand même du mouvement. Et du coup novembre-décembre, ça reprend juste avec des tout petits footings, sans course, rien du tout, juste plaisir. Et après je bascule comme avant, une saison plutôt, une partie de saison un peu route et après un peu plus trail. Je pense que là, ça fait quelques années où très souvent, donc je fais ma partie route, j'ai mes premiers trails, et entre mes premiers trails et le dernier gros trail, j'ai un moment où ma motivation chute. Du coup, là, cette année, je vais faire plus attention à faire une autre pause, peut-être plus courte, mais je dirais pas entre la saison de route et la saison de trail, mais plutôt entre mes premiers trails et le gros trail de fin de saison. En fait, j'ai besoin de couper plus. Parce que très souvent, en fait, après la saison marathon et que je démarre mes trails, j'ai encore toute l'adrénaline de la prépa, je suis en ultra forme physique, donc j'ai pas envie de m'arrêter là. Mais par contre, il faut que j'arrive à faire cette pause, on va dire très souvent début juin. Il faudrait que j'arrive à faire une bonne pause début juin. Mais ça, voilà, je l'apprends avec l'expérience de me dire, quand une année ça va pas, on se dit bon, c'était peut-être cette année, mais là ça fait 2-3 années de suite où je sens un peu cette lassitude à un moment donné. Et le but c'est d'aimer courir tout le temps, donc c'est ne plus avoir cette lassitude là. Et de ce défi sur le GR1, qu'est-ce que tu en tires personnellement, également sur le plan sportif, sur le plan mental? Quels ont été les enseignements, même si tu l'as dit, tu n'as pas été en mesure physiquement d'aller au bout, mais tu as eu cette sagesse
de dire stop à un moment donné où tu savais que tu allais peut-être basculer dans une blessure qui t'aurait peut-être éloigné encore plus longtemps de cette passion que tu as pour la course à pied? Oui, tout à fait. Bah déjà, ça c'est ma première victoire d'avoir dit stop avant. La deuxième chose sur le plan juste kilométrique, ben c'est la première fois que je cours autant en 4 jours. Du coup, on va retenir ça. Et ben même si j'ai pas réussi, au final, je suis allé plus loin que ce que j'ai déjà pu faire. Donc ça déjà, c'est un gros point positif. La deuxième chose, c'est que même si c'était très dur et tout, j'ai adoré l'effort. J'adore cet effort longue distance où au final c'est long, mais après est-ce qu'on les regrette après ces moments où c'était long? C'est un peu bizarre à dire, mais ouais. Et surtout ces valeurs d'éco-aventure que j'ai partagées, je me rends compte que ça a plu aussi aux gens et j'ai envie de faire plus, justement d'en refaire d'autres. Alors peut-être pas aussi long, peut-être des défis un peu plus courts, mais pouvoir partager avec d'autres gens. Voilà, c'était une première fois pour moi et ça m'a plu, j'ai senti que ça a plu, donc il va y en avoir d'autres. Voilà, c'est ça que j'ai envie de retenir de là à chaud, ce qui s'est passé. Et, voilà. Est-ce que tu as déjà des petits défis en tête ou est-ce que c'est encore trop chaud justement pour que tu puisses te lancer dans d'autres micro-aventures comme tu viens de l'évoquer? Si, j'en ai d'autres qui restent encore à l'état de brouillon, mais un qui me tente de plus en plus serait rester en Bretagne, vu que j'habite en Bretagne. Et ce serait potentiellement partir de la source de la Vilaine, le fleuve de la Vilaine, jusqu'à s'ajouter dans l'océan. Et pourquoi pas l'associer avec la pollution des eaux, des rivières et rencontrer ceux qui agissent en fait là-dessus tout au long du parcours. Voilà, ça pourrait être ça en 2025. Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Est-ce que tu as définitivement tourné le dos à ton métier d'ingénieur ou est-ce que tu peux y revenir dans un futur plus ou moins proche? Je ferme pas la porte, mais là, à court terme, non. Là, je suis bien là où je suis très content. Dans ton damier de l'estime, tout est bien positionné, tous les curseurs sont finalement en accord avec ton mode de vie actuel. Plutôt, en fait, c'est tout ce que j'ai essayé de mettre en place du coup depuis 3 ans. C'est ça. Je savais que je voulais aussi plus d'activité physique, plus de sport. Et du coup, j'ai trouvé un métier qui me permet d'utiliser justement mon sport pour mettre en lumière les principes de la préparation mentale. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'ai construit et qui me plaît. Donc, pour l'instant, on va rester ça. Je dis pas parce que le damier de l'estime, on le construit une fois, mais ça bouge tout le temps. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que je ferme pas la porte. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a pas de retour en arrière pour l'instant, de prévu. Tu es un coureur qui est bien dans ses sandales aujourd'hui. Oh oui, très bien dans ses sandales. Bien libre. Alors avant de conclure notre échange aujourd'hui, Nicolas, j'ai une traditionnelle dernière question pour finir l'épisode que je vais devoir adapter comme je l'avais fait pour tes camarades donc qui courent en sandales. Quel serait un instant pour toi où tu es complètement à côté justement de tes sandales et non de tes pompes? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas en train de parler, d'évoquer ou de préparer un défi en lien avec le sport? Ok, bon, il y en a un d'actualité, c'est faire les travaux de la maison. C'est du sport quand même. C'est vrai que c'est du sport. Ouais. Franchement, je l'ai déjà dit, pas dans ce podcast-là, mais les gens qui ont un métier debout toute la journée et qui en plus font une activité sportive, franchement, j'ai un énorme respect parce que je l'ai vraiment vu cet été. C'était très fatigant. Donc ouais, vraiment gros respect à vous. Peu importe le type de métier, mais ouais, tant que c'est debout toute la journée, c'est dur. Non, quelque chose que j'aimerais plus faire, c'est un petit jardin en permaculture, toujours en lien avec l'écologie, mais être encore plus proche du sol. Et ça, tu vois, par exemple, dans mon damier de l'estime, c'est quelque chose qui manque, quelque chose que j'aurais plus envie de faire. Mais quand la maison sera terminée, c'est quelque chose sur lequel je vais m'atteler avec un peu plus de temps. Sinon, à côté de mes pompes, j'ai une petite chienne qu'on est en train d'éduquer, qui me donne beaucoup de plaisir à éduquer avec ma compagne. Du coup, ouais, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau pour moi vu que c'est que depuis cette année, mais ça fait énormément de bien.
Donc peut-être du canicross à venir. Ah, oui, tu as eu Elodie sur ton podcast, du coup, ça m'a bien donné envie, ouais, effectivement. Alors, quelle sera ton actualité, Nicolas, pour les prochaines semaines? Du repos pour te remettre de ce défi autour du GR1. Est-ce que pour 2025, tu as déjà peut-être une idée marathon sur cette première partie de l'année, là, si on part sur le bitume? Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais refaire un marathon en avril. Ce sera pas celui de Paris cette année. Je pense faire celui de Rotterdam. Parce qu'en fait, l'équipe Penta Sandal est basée aux Pays-Bas et ce serait pour moi l'occasion d'aller les voir aussi. Et puis que c'est un marathon assez plat, donc si j'ai envie d'améliorer mon chrono, ça peut le faire. J'ai envie de refaire la Pirun Tour que j'avais fait cette année, donc pareil qui est courant avril. Et j'aimerais en trail faire le trail de l'Archange. C'est en Normandie, organisé il est souvent connu pour la Bargeau. Et voilà, c'est un peu aussi plusieurs petits ultras de 70-80 km qu'on fait plusieurs jours de suite avec un classement à la fin. Voilà, ça, j'ai bien envie de le faire l'année prochaine. Un programme bien copieux. Est-ce que tu peux rappeler pour les auditeurs qui voudraient faire appel à tes services, par quels moyens on peut te retrouver, voir un petit peu ton quotidien à travers ces défis, ces éco-aventures dont nous avons parlé aujourd'hui, par quel biais on peut te contacter? Alors Instagram, c'est celui où je suis le plus. Donc Nico Angers Coaching, NICOANGER et coaching derrière. Il y a la même chose sur Facebook, hein, ça va sur les deux. Sur LinkedIn, c'est Nicolas Angers-Muller. Et j'essaie de faire des vidéos YouTube pour expliquer ma démarche et expliquer aussi des principes de prépa mentale. Pareil, c'est Nico Angers Coaching. Voilà. Les principaux. Après, j'ai un site internet, toujours Nico Angers Coaching. Voilà, globalement. Bon, je remettrai tous les liens dans les notes de cet épisode. Nicolas, je te remercie d'avoir accepté spontanément l'invitation. On voulait faire l'épisode très rapidement après ton défi. Eh bien, c'est fait. Il est débriefé à chaud et disponible pour toutes les personnes qui souhaiteront l'écouter et qui pourront peut-être se lancer également, soit dans l'aventure éco avec des défis personnels ou peut-être sur une approche un petit peu plus minimaliste avec l'utilisation des sandales. Et ça, je les enverrai vers toi. S'ils ont des questions, ils n'hésiteront pas à venir te solliciter. Avec grand plaisir. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.